Bien, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de vous être déplacés ce 14 février 2025 par un temps extrêmement peu clément, puisque la bise souffle sur le plateau de Romanel. Bon, sans surprise, allais-je dire. Oui, Nicolas m'a invité pour parler d'agriculture. Ce n'était pas le thème qui était choisi au tout début. Je pensais parler de ce dont j'ai plutôt l'habitude de parler, c'est-à-dire de réflexion autour de la souveraineté, du fonctionnement des institutions, de l'articulation entre souveraineté, culture, territoire, histoire et institutions. Et puis, Nicolas m'a proposé d'évoquer l'agriculture en Suisse, de faire un petit point de situation, et je vous propose donc cette conférence intitulée « L'agriculture en Suisse, un dialogue entre souveraineté, écologie et propriété du sol ». Je tiens à préciser, alors comme Nicolas l'a dit, je suis avocat, mais je ne suis pas agronome. Donc si j'ai une petite pratique en droit foncier rural et en bail à ferme agricole, ça ne veut pas encore dire que j'ai fait la haute école d'ingénierie des sciences agricoles de Zollikofen. Donc c'est clair qu'en termes techniques et factuels, j'atteins tout de même rapidement mes limites. On va faire ce qu'on peut. Je me réjouis de partager ces réflexions avec vous. On va commencer d'abord par faire un petit peu d'histoire de l'agriculture en Suisse, en s'attardant en particulier sur ce qui distingue l'histoire de l'agriculture suisse dans les grandes lignes du reste de l'histoire de l'agriculture dans les pays qui nous environnent. On évoquera ensuite quelques chiffres sur la situation actuelle de l'agriculture en Suisse, on parlera du taux d'approvisionnement, et puis ensuite on va aborder le cadre et le contexte constitutionnel et légal qui entoure l'agriculture en Suisse aujourd'hui. On va assez rapidement entrer dans des considérations assez pratiques sur comment l'agriculture est-elle organisée en Suisse, qu'est-ce qu'on attend des paysans, quelles sont les obligations qui leur sont imposées. On évoquera ensuite comment le volet de la souveraineté, on parlera ensuite de la propriété du sol et on terminera autour de la notion d'écologie sur les enjeux qui attendent l'agriculture aujourd'hui, en 2025. Alors, à l'heure de faire un peu d'histoire, je vous dirais que l'histoire de l'agriculture en Suisse, depuis la sédentarisation de l'homme il y a quelques milliers d'années, diffère assez peu de l'histoire agricole des pays qui nous environnent. Après la sédentarisation, se développe l'élevage, la culture de céréales, la vigne apparaît sous nos latitudes à la veille de la conquête romaine, quelques décennies avant, et on retient les jalons habituels, le développement des foires au Moyen-Âge qui facilite l'éclosion d'une agriculture commerciale et non plus seulement de subsistance, qui donne le devant de la scène à des marchands de denrées commerciales qui peuvent les exporter. La Suisse, à ce moment, commence à se spécialiser dans l'exportation déjà de fromages, en particulier dans nos régions plutôt au nord du Chablais, c'est-à-dire dans les Ormonts, la Gruyère. La révolution agricole au XVIIIe siècle voit apparaître la pomme de terre, la technique d'ensemencement des jachères, les stabulations permanentes qui permettent d'augmenter les rendements. Au XIXe également, l'industrialisation des techniques, la mécanisation, en parallèle à l'apparition des premiers engrais artificiels, principalement sur des bases minérales, permettent de coupler l'augmentation des rendements avec l'augmentation démographique. On constate, dès le XXe siècle, une augmentation sensible, mais très importante, des rendements agricoles, malgré qu'en fait, les surfaces diminuent en raison de l'urbanisation. Voilà. C'est des choses qui sont assez peu originales pour l'agriculture suisse par rapport aux pays qui nous entourent. Il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais revenir qui ont encore aujourd'hui un impact dans la manière que l'économie agraire en Suisse a d'être organisée. La première, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, dans la phase de proto-industrialisation, comme on dit, eh bien, en marge de la proto-industrialisation du plateau suisse et de l'arc jurassien, au travers du tissage et de l'horlogerie notamment, le développement de cette activité va permettre aux familles paysannes de développer des revenus d'appoint en ayant un petit atelier d'horlogerie ou en ayant des activités de tissage, ce qui permettra en partie d'éviter un exode rural
mis évidemment en parallèle avec le fait qu'il n'y a pas en Suisse de développement de grands bassins industriels, comme ce sera le cas en parallèle en France, en Allemagne ou en Angleterre à la même période. Et ça va permettre de maintenir, dès le début du 19e, une activité agricole centrée sur la cellule familiale. Centrée sur la cellule familiale, réunissant des assez petites structures. Et on ne voit pas, en Suisse à cette période, se constituer de très grands domaines agricoles qui se constituent simplement du fait que des terres sont abandonnées par des familles qui préfèrent les lumières de la ville ou de l'usine à l'activité agricole traditionnelle de la famille. Et en fait, on en reparlera dans quelques dizaines de minutes, mais le fait d'avoir une agriculture centrée sur l'exploitation et la cellule exploitante familiale, eh bien, est l'une des grandes caractéristiques de l'agriculture suisse, et elle reste un pilier central de la politique agricole des autorités fédérales aujourd'hui encore. L'autre grande particularité qui, elle, est beaucoup plus connue, c'est que grâce à des inventions du 19e liées notamment à l'industrie fromagère ou chocolatière, eh bien, dès le 19e siècle, la production laitière va prendre une part prépondérante sur la production céréalière. Ça accompagne le développement d'une importante industrie agroalimentaire d'exportation qui, évidemment, est encore très forte aujourd'hui. On trouve du gruyère dans les supermarchés d'Abidjan et du chocolat suisse dans tous les aéroports du monde. Dans les débats politiques actuels, eh bien, cette part prépondérante prise par la production laitière et donc l'élevage est toujours très importante parce qu'en fait, une part très très importante des surfaces agricoles en Suisse sont consacrées à l'élevage. On y reviendra tout à l'heure à l'heure des chiffres. Sur 1 million d'hectares dévolus à l'agriculture qui comptent dans ce qu'on appelle les SAU, les surfaces agricoles utiles, eh bien les 3/4, 750 000, sont des surfaces dites herbagères. On ne compte pas ici les 500 000 hectares de pâturage, qui sont en fait des surfaces qui ne permettent que indirectement la production alimentaire, indirectement parce que passant à travers du processus digestif des animaux, principalement des vaches, pour produire de la viande et ou du lait, lui-même encore transformé ultérieurement. On verra tout à l'heure comment ça marque le débat et ça marque cette articulation entre production végétale et production animale est très marquée dans la future politique agricole qui n'a toujours pas passé la rampe à l'Assemblée nationale, qui est la PA 22+, mais nous sommes déjà en 2025, elle n'est toujours pas entrée en vigueur. Un tout petit coup en arrière, à partir de 1945, l'agriculture reste sur la lancée qu'elle avait connue à la suite du plan Wallon. Le paysan devient une sorte de figure mythique, il a défendu la Suisse aux frontières et il l'a nourrie durant la même période. L'industrie, ou plutôt l'économie agricole suisse après 1940, est centrée sur des barrières à l'exportation, des taxes douanières et des contingents. On taxe les produits étrangers qui entrent en Suisse et on les contingente, c'est-à-dire qu'on autorise un certain nombre de tonnes de blé, tonnes de fraises, tonnes de pommes qui ont le droit d'entrer chaque année en Suisse. Il y a des garanties de prise en charge du prix, en particulier pour les céréales et pour le lait. Ça a pour effet d'introduire un processus de surproduction, notamment laitière, qui mènera à l'introduction du contingentement laitier. C'est peut-être des expressions que vous avez déjà pu entendre, qui prendra fin seulement en 2009 pour être remplacé par un système de contrat type avec les interprofessions du lait. C'est déjà un petit peu technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que on voit que la politique étatique a pour effet d'inciter à une surproduction laitière. On va donc imposer aux paysans des quotas de production, ce qu'on appelle des contingents, et ils sont supprimés, imposés par l'État, ils sont remplacés en 2009 et par un système de contrat type avec votre acheteur de lait. Si vous versez du lait pour le gruyère, eh bien, c'est l'interprofession du gruyère qui va discuter avec les organisations agricoles le prix du lait acheté pour la production de gruyère. Ou si vous en produisez pour de l'Etiva, eh bien, ce sera différent. Dès le début des années 90, la Confédération va petit à petit changer sa manière de soutenir et d'encourager
et de protéger l'agriculture, on va, dans le cadre des négociations autour des accords du GATT, donc le GATT c'est l'OMC, on décide de supprimer des mesures qui sont jugées contraires à la liberté des échanges. Jean-Pascal Delamura, leur conseiller fédéral en 1992, dira dans la presse « Nous ne pouvons pas maintenir indéfiniment l'agriculture sous une cloche à fromage ». On reconnaît bien ici le volontarisme et le progressisme radical. On décide donc de supprimer les entraves aux importations de produits agricoles au nom du libre-échange, tendance GATT/OMC. On inverse donc le paradigme. On passe d'une logique de surveillance étatique des prix et des frontières à un système de compensation du manque à gagner lié à la faiblesse du prix provoquée par le libre marché. Si vous me suivez bien, on ouvre les frontières, en contrepartie, ça a un effet sur les prix qui baissent, alors on va soutenir financièrement les agriculteurs directement. C'est l'introduction des paiements directs en 1996, à la suite notamment d'une initiative populaire à la même période qui décide d'inscrire dans la Constitution fédérale que l'agriculture en Suisse n'a pas seulement pour mission de produire de l'alimentation, mais également d'œuvrer à la protection du paysage rural. Donc on a à cette période un double mouvement, c'est-à-dire qu'on soumet nos paysans beaucoup plus largement au danger du libre-échange, et en même temps, on a une volonté du peuple et des cantons de faire de nos agriculteurs également des acteurs environnementaux, comme on en parlera tout à l'heure. C'est toujours cette espèce de double nature de l'agriculteur tel qu'il est conçu en Suisse. C'est l'introduction donc en 1996 du système des paiements directs. Les paiements directs, c'est simplement que vous avez un formulaire à remplir, formulaire dans lequel vous dites combien vous avez de surface, combien vous avez de vaches, combien vous avez de surface de telle inclinaison, combien vous avez planté d'arbres à haute tige, combien vous avez de surface de colza, de maïs, de blé. Et en fonction de cela, on vous octroiera une somme forfaitaire calculée sur la base des prestations que vous faites. Où le système devient vicié, c'est que qui paye commande, et les paiements directs permettent de commencer à faire des incitatifs. On va donc très rapidement, puisque vous vous souvenez, ça apparaît en même temps que cette initiative qui dit que les paysans doivent entretenir le paysage, eh bien, on va alors, à travers le système des paiements directs, trouver un moyen de pousser les paysans, c'est la technique de la carotte, à adopter certains comportements. Vont alors apparaître ce qu'on appelle les prestations de compensation écologique. Les exemples, c'est que vous recevez plus d'argent si vous faites des bancs d'herbeuses, vous recevez plus d'argent si vous mettez des nichoirs dans vos vergers, si vous plantez des arbres à haute tige, si vous mettez des tas de bois morts, des pierriers ou des choses comme ça en faveur de la biodiversité. Eh bien, vous touchez plus d'argent, voire même des fois, vous touchez moins d'argent si vous ne le faites pas. Et le paysan devient, à partir de l'introduction des paiements directs, aussi un agent de vastes politiques publiques menées par l'Office fédéral de l'agriculture. Dans le cadre des débats actuels sur le sens que la paysannerie se donne à elle-même, eh bien évidemment, c'est une question fondamentale parce qu'il y a ici une perte de sens, mais on y reviendra en conclusion. Quelques chiffres. En 2023, il y avait en Suisse 47 719 exploitations agricoles. 47 719 exploitations agricoles en Suisse. Par rapport à l'année 2022, on en a perdu 625, c'est-à-dire 2 par jour. La surface agricole utile moyenne par exploitation était en 2023 de 21,8 hectares. Alors, je sais qu'il y a quelques Français dans la salle, ça doit leur faire un peu bizarre de se dire que l'exploitation suisse standard, elle fait à peine plus que 20 hectares. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Il y avait sur ces 47 719 exploitations, 7 896 exploitations qui étaient en bio, qui avaient passé la certification bio, la conversion bio, c'est-à-dire 22 de plus qu'en 2022. À l'époque, en 2023,
une unité de main-d'œuvre agricole familiale a gagné en moyenne 54 800 francs. Un revenu extrêmement bas qui est largement inférieur à ce qui peut être perçu dans l'industrie ou dans le tertiaire. Le taux d'autosuffisance. Le taux d'autosuffisance, qu'est-ce que c'est? Le taux d'autosuffisance, tel qu'il est calculé par l'Office fédéral de l'agriculture, c'est la part de la production indigène dans la consommation totale des denrées alimentaires en Suisse. Lorsque les Suisses mangent du pain, eh bien, combien de ce pain est de provenance suisse? Eh bien, le pourcentage du pain de provenance suisse dans le pain mangé par les Suisses vous donnera le taux d'auto-approvisionnement. Alors, le taux d'auto-approvisionnement pour les pommes de terre était de 79%. Pour les légumes, il était de 49%. Pour les fruits à pépins et à noyaux, il était de 75%. Pour les céréales panifiables, de 68%. Pour la production animale, le lait et la viande, c'était un taux brut de 95 et un taux net de 96. J'expliquerai tout à l'heure la différence. Pour la production laitière, il était de 106%, le taux d'auto-approvisionnement. Et pour la viande de porc et de veau, il était de 96%. Mais le taux global est quand même plus bas. Depuis 2011, le taux d'autosuffisance brute, c'est-à-dire sans déduction du fourrage pour bétail d'origine étrangère. Parce que c'est aussi un enjeu, c'est qu'on peut dire qu'on produit beaucoup chez nous de production animale ou laitière, mais si le fourrage ou les compléments alimentaires viennent de l'étranger, c'est clair qu'il y a un biais. De 2011 à 2023, le taux d'autosuffisance brute est passé de 64 à 53%. Le taux net, lui, est passé de 57 à 46, donc une baisse de 11 points. Et là réside un des gros enjeux de la future politique agricole 22+, qui est de vouloir, là je le dis sans ouvrir le débat, qui est de vouloir réduire la consommation des Suisses de produits d'origine animale pour maintenir l'autosuffisance dans la production de produits d'origine animale, tout en augmentant notre capacité de production et donc d'autosuffisance en matière végétale. Parce que si on consacre plus de surface herbagère à produire du blé ou du maïs, eh bien, on utilise du coup, on diminue notre capacité à produire de la viande, mais en revanche, on augmente notre capacité à produire des légumes et du blé. En ce qui concerne le vin, parce que c'est quand même très important pour le canton de Vaud, en Suisse, les Suisses ont consommé en 2023 235 millions de litres de vin de toute provenance et ils en ont consommé 101, ils ont produit 101 millions de litres de vin suisse et en ont bu 91. Donc, on a un taux d'approvisionnement en vin qui est largement inférieur à 50%. Mais c'est réjouissant, si on constate une baisse globale de la consommation de vin, eh bien, la part des vins suisses a progressé de 3,8% dans la consommation totale. On boit moins, mais on boit plus de vin suisse. J'espère que ce sera bien du vaudois à l'apéro. Voilà pour ces quelques chiffres. J'ajouterai encore que l'agriculture elle-même, c'est 150 000 places de travail et l'industrie agroalimentaire en ajoute encore 550 000. C'est donc non négligeable en termes d'importance pour la masse salariale helvétique. Alors maintenant, le contexte légal. Qu'est-ce qui structure et organise l'agriculture en Suisse? Alors, comme vous le savez, il y a une hiérarchie des normes en Suisse et on commence par parler de la Constitution fédérale. C'est l'article 104 de la Constitution fédérale qui fixe les grandes lignes de la politique agricole en Suisse. En gros, l'article 104 de la Constitution fixe à l'agriculture 3 objectifs. Le premier, dans l'ordre, c'est la production alimentaire. Le deuxième, c'est la conservation des ressources naturelles et l'entretien du paysage rural. Et la troisième, c'est assez intéressant, l'occupation décentralisée du territoire. Le but, c'est d'éviter l'exode rural pour maintenir une activité agraire décentralisée. C'est tout à fait contraire à ce qu'on peut constater
en France, même si on constatera encore de très grandes disparités entre les cantons dans la manière qu'ils ont d'occuper le territoire agricole. Les cantons de Berne ou Lucerne, par exemple, ou même Fribourg, connaissent un nombre de fermes foraines très très différent de ce que le canton de Vaud connaît, avec beaucoup plus d'implantations isolées. Donc ça montre encore qu'il y a des traditions, des structures traditionnelles d'exploitation de la terre qui restent encore assez différentes d'un canton à l'autre. La Constitution fédérale accorde expressément à la Confédération la compétence de soutenir l'agriculture, ce qui n'est pas le cas des autres domaines économiques. Et on considère que la liberté économique, eh bien, ne s'applique pas, ou en tout cas beaucoup moins, en matière agricole en Suisse, et la Confédération peut intervenir extrêmement massivement pour soutenir cette branche économique. Elle le fait comment? Elle le fait par des subventions directes, c'est ce qu'on appelle les améliorations structurelles, pour lorsque vous devez construire un nouveau hangar. Vous pouvez avoir des prêts sans intérêt du fonds d'investissement agricole ou du fonds d'investissement rural. Enfin, il existe des soutiens dont le reste de l'économie privée ne profite généralement pas. Ensuite, si on descend dans la hiérarchie des normes, on a la loi sur l'agriculture, l'AGRE. Alors elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle précise le contenu des dispositions constitutionnelles, elle évoque les conditions auxquelles on peut toucher des paiements directs, on peut bénéficier d'améliorations, de subventionnement aux améliorations structurelles, elle pose des règles de qualité, des règles de production, elle fixe à quelles conditions vous pouvez faire un marché à la ferme, et ce genre de choses. On doit évidemment citer aussi la loi sur l'aménagement du territoire, parce que la LAT, elle est fondamentale, ces articles 24 et suivants, pour décider qu'est-ce que vous avez le droit et pas le droit de construire dans la zone agricole. Parce que comme vous le savez, la zone agricole en Suisse est quelque chose d'extrêmement protégé à tous les niveaux, en tout cas au niveau cantonal comme au niveau fédéral, et on veut éviter le mitage du territoire. Donc en principe, dans la zone agricole, on ne construit pas. Il y a une formule consacrée du tribunal fédéral qui explique que seuls les paysans ont le privilège de vivre dans la zone agricole et que ce n'est pas pour un avocat lausannois qui aurait fait fortune d'aller s'installer avec une belle villa, avec une belle vue sur le Mont Blanc, mais entouré de silence et de verdure. Non, ça c'est pas possible. Seuls les paysans doivent pouvoir vivre dans la zone agricole parce qu'il faut la préserver. J'ajouterai encore deux lois dont je parlerai tout à l'heure, la loi fédérale sur le droit foncier rural et la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, qui règlent la question de savoir qui a le droit d'exploiter la terre. Et vous verrez ici aussi que la Suisse a un système extrêmement conservateur dans plusieurs sens du terme pour cette question-là. J'en viens maintenant au volet suivant, qui est celui où je vais être un peu moins descriptif, qui est le volet proprement politique, qui est celui de la souveraineté, qui doit commencer par une affirmation extrêmement forte, qui est de dire que l'alimentation, la production agricole, est probablement le domaine stratégique le plus important. Si on ne mange plus, c'est fini. C'est fini. L'agriculture peut donc être vue comme l'un des piliers de notre défense nationale, en réalité. Ce qu'on avait compris durant la Deuxième Guerre mondiale, à travers le mythique plan Wallon, je ne sais pas si ça dit quelque chose aux plus jeunes générations qui sont dans la salle, le plan Wallon, du nom de ce fonctionnaire fédéral qui avait eu l'idée de transformer n'importe quelle surface cultivable en Suisse en surface cultivée et de les planter. On plantait des patates au parc de Montrion à Lausanne, on plantait des patates dans les parcs publics. Le général Guizot montrait l'exemple en plantant des patates dans le parc de sa villa. Alors, encore aujourd'hui, les historiens ne sont pas toujours d'accord sur l'efficacité effective du plan Wallon dans sa capacité à augmenter sensiblement les rendements en Suisse. En revanche, elle a eu un impact symbolique extrêmement fort qui a vu les classes d'école, les scouts, les jeunes paroissiens et compagnie se mobiliser autour de la production alimentaire décrite comme un enjeu de défense nationale. Et le plan Wallon reste encore aujourd'hui, c'est pour ça que je m'arrête un peu dessus, reste encore aujourd'hui comme une référence. Et vous entendrez souvent dans des débats politiques autour de la politique agricole des gens
dire « Ah, mais on devrait revenir au plan Wallon » ou certains qui diront « Ah non, mais quand même, il ne s'agit pas de revenir au plan Wallon, c'est une autre époque, le libre-échange et tout ça. » Lorsqu'on parle de souveraineté, il y a parfois une distinction à faire. C'est qu'on a tendance, depuis une quinzaine d'années, en particulier en lien avec les questions agricoles, à volontiers nous parler de la souveraineté alimentaire. Comme s'il existait plusieurs souverainetés séparées les unes des autres. On nous parlera de souveraineté numérique avec Swiss ID. On nous parlera de souveraineté alimentaire avec les initiatives anti-phytosanitaires. On nous parlera de souveraineté sanitaire avec notre capacité à produire des masques. On nous parlera de souveraineté militaire ou de non-souveraineté militaire avec le F-35. On nous parlera de souveraineté industrielle, etc. Est-ce qu'il faut vraiment saucissonner? Alors, on comprend bien l'intérêt pédagogique à saucissonner ces différentes souverainetés. Mais en réalité, lorsqu'on les utilise, il faut toujours garder à l'esprit que la souveraineté, c'est un bouquet. C'est un bouquet de souverainetés différentes. Ou plus que de souverainetés différentes, on devrait inverser le propos et dire en fait qu'il s'agit à chaque fois du volet alimentaire, du volet militaire, du volet numérique de notre souveraineté. De la souveraineté, soit des cantons, soit de la confédération. Alors, quelle définition donner de la souveraineté? Je sais que le cercle Rousseau réfléchit beaucoup à ces questions. Je donnerai une définition extrêmement simple, qui est la définition originelle, c'est celle d'avoir le pouvoir de décider qui décide. C'est la competence. La souveraineté, comme on dit dans la théorie juridique allemande, c'est le pouvoir de décider qui décide, avec toutes les conséquences ensuite que ça a. Qui décide du prix du lait? Qui décide ou non de casser le marché du blé ou non? La souveraineté, elle a un certain nombre d'enjeux. Et j'en verrai deux. Le premier, celui-là, il est réel. Il est un peu contre-intuitif, mais il est réel. C'est celui de ce que j'appelle le relativisme normatif. Je m'explique. Vous connaissez peut-être le principe du cassis de Dijon. Le principe du cassis de Dijon, c'est un principe développé dans le cadre de la communauté européenne dans les années 70 ou 80, à la suite d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes qui avait décidé que l'Allemagne ne pouvait pas interdire l'importation de cassis de Dijon au motif que les critères français de production d'une liqueur, le cassis de Dijon c'est une liqueur de cassis, ne pouvait pas, au motif qu'elle n'avait pas le droit de dire que les critères français de production d'une liqueur n'étaient pas les mêmes que les critères allemands. Le cassis de Dijon, c'est d'affirmer, dans l'espace européen dans lequel je mets exceptionnellement la Suisse, parce qu'elle y a adhéré, c'est de dire qu'un pays membre de l'Union européenne ne peut pas interdire l'importation d'un produit en provenance de l'Union européenne au motif que ses règles de production ne seraient pas compatibles avec ses propres règles à lui. La Suisse ne peut pas dire « Désolé, les règles d'hygiène en matière de production de lait en France sont inférieures aux règles suisses, je refuse que vous importiez du lait en Suisse. » C'est ça le principe du cassis de Dijon, auquel la Suisse, en 2009, a unilatéralement adhéré. Elle y a unilatéralement adhéré avec une nuance, enfin, elle y a adhéré, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus considérer que des produits en provenance de l'Union européenne qui n'avaient pas été produits selon les mêmes règles de production que la Suisse ne pouvaient pas venir en Suisse. Nous avions lancé le référendum en 2009 contre le cassis de Dijon. La récolte de signatures avait malheureusement échoué, notamment parce que l'Union suisse des paysans n'avait pas suivi. Quelques années plus tard, l'Union suisse des paysans, en 2016, a réussi à réintroduire une modification dans le principe du cassis de Dijon concernant les denrées alimentaires. Et l'idée était de dire qu'on pouvait interdire l'importation de denrées alimentaires lorsqu'elles étaient dangereuses pour la santé. Et
Un office fédéral est compétent pour apprécier si telle ou telle denrée alimentaire étrangère pose un risque de santé publique. Mais c'est sous cet angle-là qu'on a décidé de réimposer une barrière douanière, ce n'est pas sous l'angle de la protection de l'agriculture suisse. Eh bien, en fait, et ça m'amène au sujet du libre-échange, c'est qu'il y a une tension extrêmement forte en Suisse lorsque la Suisse conclut des accords de libre-échange avec ses voisins. C'est que, comme on le sait, le libre-échange profite à notre industrie d'exportation, notre industrie des machines, notre industrie pharmaceutique, mais ne profite pas à notre agriculture. Or, il est quasiment impossible, notamment en raison des règles de l'OMC, de conclure des accords séparés, ou respectivement d'exclure l'agriculture des accords de libre-échange. Il y a encore eu un interview dans 24 heures, du 11 février, de l'ancien ambassadeur américain en Suisse sous l'administration Obama, qui s'appelait M. Martin Dinden, et il expliquait, à propos du futur accord de libre-échange avec les États-Unis, que la Suisse ne devait pas espérer, malgré des promesses de Donald Trump auxquelles il faisait référence, de pouvoir soustraire les produits agricoles à l'échange, parce qu'il disait le Congrès a toujours refusé de séparer l'agriculture du reste. Et c'est clair que là, il y a un jeu un peu problématique à Berne, où les grands lobbies de l'industrie des machines ont évidemment un intérêt à ce que la Suisse conclue des accords de libre-échange, et on entre donc dans un dialogue entre les lobbies agricoles et le lobby de l'industrie qui en fait, les lobbies agricoles acceptent de se faire acheter par les paiements directs leur accord à ces accords de libre-échange. Danger pour l'agriculture suisse, bénéfique pour notre exportation, y compris fromagère. Et c'est là qu'évidemment les agriculteurs sont parfois un peu divisés. Ce n'est pas une conférence sur le libre-échange, je ne vais pas jeter un anathème ou lui tresser des lauriers. On doit aussi rappeler que le libre-échange est pour la Suisse une manière de multiplier ses sources d'approvisionnement et notamment de réduire sa dépendance à l'égard de l'Union européenne. Voilà pour ces quelques réflexions en matière de souveraineté. Je voulais maintenant venir encore au dernier volet avant d'évoquer la question écologique, qui est celui de la propriété du sol. 1 million de surfaces, 1 million d'hectares de surface agricole utile. Alors, je suis un très mauvais matheux, je n'ai pas fait le calcul pour savoir combien de terrains de foot ça fait, mais c'est colossal. Alors, toutes ces terres ne sont pas en pleine propriété de certains paysans, il y en a qui les louent, je vous expliquerai tout à l'heure. La transmission de la terre agricole en Suisse est régie par une loi fédérale qui date de 1991, qui s'appelle la loi fédérale sur le droit foncier rural. Je vous citerai uniquement son premier alinéa de son premier article qui nous dit « La présente loi a pour but a. D'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d'améliorer les structures. » Ça, c'est déjà extrêmement intéressant, parce qu'on décide, le législateur veut garder comme base des travailleurs du monde agricole suisse une population paysanne forte, centrée sur des entreprises familiales. Le deuxième but est de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier en cas d'acquisition d'entreprises ou d'immeubles agricoles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va isoler une figure que je vais décrire un peu tout à l'heure, qui est celle de l'exploitant à titre personnel. L'exploitant à titre personnel, c'est celui qui met la main à la pâte, c'est celui qui travaille réellement dans l'entreprise. Et le fermier, c'est aussi celui qui travaille dans son entreprise, mais qui est locataire d'une terre. Il paye un fermage pour pouvoir utiliser une terre. Et l'autre but, c'est de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles. C'est-à-dire qu'il y a en Suisse
une surveillance des prix des transferts immobiliers en matière agricole. On n'est absolument pas ici dans un paradigme libéral. On est dans une conception assez étatiste, évidemment, comme la politique agricole suisse l'est depuis longtemps, mais également dans une perspective assez traditionnelle, centrée autour de la famille, de l'exploitant à titre personnel et de la transmission intergénérationnelle. Il y a deux mécanismes centraux dans cette loi. Il y a la figure de l'exploitant à titre personnel, celui qui met la main à la pâte et qui travaille majoritairement dans son entreprise. En 2021, le tribunal fédéral a rendu un arrêt pour interdire à quelqu'un d'acquérir une entreprise agricole au motif qu'il en avait trop, il était propriétaire de trop de domaines agricoles. LTF a fini par dire, mais là, il en a trop, il ne peut plus être exploitant à titre personnel, il convient de lui refuser cette énième acquisition. Donc ça veut dire en fait qu'il est très difficile en Suisse d'avoir des très grands propriétaires terriens qui ne font que de la gestion financière ou managériale. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir des structures centrées sur une entreprise familiale où le patron travaille principalement, il est sur son tracteur, il fait l'administratif, et voilà. L'autre principe central, c'est celui de la transmission intrafamiliale. Et il y a en fait un système de cercle concentrique pour décider qui a le droit d'être propriétaire de la terre en Suisse. Le premier cercle, c'est, je le disais, la cellule familiale. Vous avez une institution dont le nom est un peu technique, mais qu'on appelle l'attribution préférentielle à la valeur de rendement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise, elle a une certaine valeur. Certes, il y a une surveillance des prix, c'est ce qu'on appelle le prix licite. Mais ça peut être plusieurs millions, rapidement. Ça peut rapidement être plusieurs millions, en particulier quand il y a des bâtiments. Et au moment de transmettre à votre enfant, eh bien, par hypothèse, cet enfant a des frères et sœurs, eh bien, votre enfant qui veut reprendre le domaine, il n'aura pas les liquidités pour compenser ses frères et sœurs. Parce qu'il va recevoir, en gros, tout le patrimoine familial, et puis, eh bien, ses frères et sœurs, ils ont quand même droit à quelque chose. Il y a quand même des règles, on ne peut pas spolier ses héritiers. Eh bien, la règle qui est posée en Suisse, c'est que artificiellement, on baisse la valeur du domaine en la fixant à ce qu'on appelle la valeur de rendement. Il y a une directive fédérale qui explique comment on calcule la valeur de rendement, et ça permet à l'héritier qui est apte à reprendre le domaine, qui est un futur exploitant à titre personnel, eh bien, ça lui permet d'avoir des compensations beaucoup moins importantes à payer à ses frères et sœurs ou à son papa ou à sa maman qui resteraient sur le domaine. Il y a aussi un mécanisme de droit de préemption des parents, c'est-à-dire que le père qui, par hypothèse, s'apprêterait à vendre le domaine à un tiers parce qu'il ne veut pas que l'un de ses enfants, qui pourtant aimerait et aurait les capacités de reprenne, eh bien, au moment de la vente, l'enfant peut lui passer devant. Il a un droit de préemption, il dit « Ah, stop, moi, j'achète, je passe avant l'autre ». Donc, en fait, ça limite énormément les capacités de vendre en dehors du cercle familial lorsque vous avez quelqu'un qui veut reprendre. Ensuite, lorsqu'on ne peut pas transmettre au sein de la famille, eh bien, on va transmettre au fermier, s'il y en a un. Si c'est un domaine qui est exploité par un fermier, qui le loue, eh bien, le fermier, à son tour, a un droit de préemption et peut passer devant un acheteur éventuel. Ensuite, c'est d'autres exploitants, des voisins, qui peuvent l'acheter. Et puis finalement, s'il n'y a vraiment personne qui veut acheter un domaine agricole, eh bien là, n'importe qui dans cette salle pourrait l'acheter, mais toujours au prix licite. On ne peut pas faire de spéculation sur les prix agricoles en Suisse. Donc en fait, on a une sorte de mécanisme quasiment féodal, mais postmoderne, qui veut que l'héritier qui a un certificat fédéral de capacité d'agriculteur ait le droit de se faire attribuer le domaine familial, tout simplement. Et ça, c'est quand même un système assez impressionnant. Et j'ajouterai encore une petite règle qui est assez intéressante, c'est celle du rayon usuel d'exploitation. Lorsque vous achetez un immeuble, vous ne pouvez pas l'acheter n'importe où. Donc il y a aussi une surveillance géographique.
si vous avez par exemple une exploitation agricole dans la Broye et que vous lorgnez un immeuble sur la côte vaudoise, 3 hectares de verger sur la côte vaudoise, eh bien vous ne pourrez pas l'acheter. Vous ne pourrez pas l'acheter simplement parce qu'on considère que c'est trop loin de chez vous. Alors, la jurisprudence varie un peu pour la fixation de ce rayon usuel d'exploitation, ça dépend des cantons, mais c'est entre 1 et 5 km. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Après, il y a des savants calculs avec le nombre de kilomètres, l'essence, le nombre d'allers-retours à faire. Mais donc on voit qu'on a ici une surveillance des transferts de terres agricoles qui est extrêmement serrée. Alors, là, je souffre d'un biais que je dois confier, c'est-à-dire que probablement que cette loi a probablement énormément à quelques défauts politiques sans aucun doute, mais comme c'est l'un de mes outils de travail assez fréquents, eh bien, j'ai parfois de la peine c'est des fois un peu difficile de prendre du recul d'un point de vue politique, et finalement, ce que je constate, c'est que ça marche assez bien. L'autre loi importante dans l'exploitation des terres agricoles, c'est la loi fédérale sur le bail à ferme agricole. C'est ce qui protège les fermiers. Les fermiers, c'est ceux qui ne sont pas propriétaires, mais qui exploitent un domaine. Et là, il y a des situations qui sont parfois très touchantes, voire parfois dramatiques, c'est qu'on peut avoir des générations de fermiers. Vous avez des familles qui sont sur des domaines depuis 2, 3, 4 générations dont ils ne sont pas propriétaires. Et ils l'exploitent. Et parce qu'en fait, c'est toujours les héritiers non exploitants, parce qu'au sein de la famille, il n'y a pas de contrôle, eh bien, qui ont toujours détenu cette entreprise, et puis ils ont toujours eu la même famille de fermiers, et il se développe ici, d'un point de vue affectif et personnel, il se développe un lien extrêmement fort avec une terre que vous exploitez depuis des générations, mais dont vous n'êtes pas propriétaire. Et ça justifie que le fermier est en fait, en droit suisse, la partie faible, comme on dit, la plus protégée. Il y a 3 parties faibles célèbres en droit suisse, le travailleur, le locataire et le fermier, qui sont ceux qui peuvent être assez rapidement précarisés si le contrat est résilié. Vous perdez votre travail, vous perdez votre logement, et bien là, vous perdez votre outil de travail. Et le fermier est la partie faible la plus protégée du droit suisse, puisque dans certaines circonstances, il pourra obtenir des prolongations de son contrat jusqu'à 6 ans, ce qui est quasiment unique dans le reste du droit suisse. Donc, je pense que c'était important de décrire ces mécanismes de transmission intrafamiliale, de contrôle, de lutte contre la spéculation agricole, pour voir qui sont les gens qui occupent la terre en Suisse et à quelles conditions on peut se la transmettre. Et avant de conclure, je voulais venir au dernier volet, qui est quelques réflexions sur la problématique de l'écologie au milieu agricole. Je vous le disais tout à l'heure, 1 million d'hectares de surface agricole utile et 1,5 million de bovins en Suisse. 1,5 million de bovins, je ne compte pas les forêts intégrées dans les entreprises agricoles. L'agriculture est indéniablement, avec l'industrie, au cœur des enjeux écologiques. Je dirais qu'elle l'est même plus que l'industrie, parce que la nature et le territoire sont sa matière première de travail. Et ça, on le voit vraiment très fortement dans les 15-20 dernières années, l'agriculteur est devenu en Suisse le réceptacle, le destinataire d'énormément d'attentes, et d'attentes parfois contradictoires. Il est le réceptacle d'espérances politiques opposées. D'abord au plan symbolique. Il y a un attachement symbolique très fort à la figure de l'agriculteur. Regardez une publication de Suisse Tourisme. Publication de Suisse Tourisme, vous avez un pâturage, vous avez des vaches, vous avez un chalet d'alpage, on y mange de la fondue. Vous n'avez jamais les horribles zones industrielles du plateau suisse qui composent pourtant la majorité de lieux où la population suisse habite, ou les horribles zones résidentielles. Il y a, et après, on peut, sur le terrain politique, il y a évidemment tout le discours identitaire autour du berger au bras noueux comme représentant du Suisse originel avec sa chemise à Edelweiss. Eh bien, on voit que le paysan en Suisse est le porteur d'un symbole, il est une figure symbolique, une figure
d'identité fédérale extrêmement forte, et déjà rien que pour ça, il est dans un pôle d'une tension, parce qu'on va attendre de lui qu'il se conforme à une certaine image. De l'autre côté, eh bien, et c'est très prégnant chez les écologistes, en particulier chez les Verts, on va voir quoi dans le paysan? On va voir l'acteur de la transition écologique. On va voir dans le paysan celui qui peut lutter contre les produits phytosanitaires. On va être, et ne plus en utiliser. On va voir dans le paysan celui qui va régénérer les sols, celui qui va faire revenir les oiseaux dans les campagnes, celui qui va lutter contre la chute des insectes, la biodiversité chez les insectes. C'est celui qui va nourrir les Suisses de produits biologiques uniquement. Déjà là, on a une tension, en tout cas des attentes en termes de symboles qui sont différentes. Il est évidemment au cœur de contradictions. Il y a une exigence de productivité et en même temps, on veut qu'il recourt le moins possible aux produits phytosanitaires. Et vous pouvez avoir une station agrologique fédérale qui vous explique que tel produit n'est pas dangereux, que les quantités utilisées ne sont pas nocives pour la santé. Chacun dans cette salle, au fond de sa tête, a le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, Et c'est comme ça. Peut-être à tort, mais nos structures mentales sont aujourd'hui ainsi faites. Et là, il y a une tension extrêmement forte. On peut reprendre l'exemple récemment. En 2020, le Conseil fédéral avait refusé de lever l'interdiction de l'usage des néonicotinoïdes pour la protection de la betterave, alors que la France, elle, avait levé cette interdiction. Et il y a eu un problème de productivité en 2020 pour la betterave assez sensible. Il y a une autre tension pour l'agriculteur. C'est l'exigence de pouvoir vivre de son métier, parce que finalement, c'est quand même ça, le cœur d'un métier, c'est de pouvoir vivre de son métier tout en produisant des produits à la hauteur du pouvoir d'achat des Suisses, ou en tout cas sans subir la concurrence des pays étrangers. Il y a la tension entre l'exigence stratégique d'assurer un taux d'auto-approvisionnement le plus haut possible et un contexte institutionnel et économique qui favorise le libre-échange. Pourquoi c'est difficile d'être paysan? Pourquoi son travail est moralement difficile? Parce qu'il est au cœur d'attentes contradictoires, je le disais. Et si vous êtes au cœur d'attentes contradictoires, il y a obligatoirement une perte de sens qui apparaît. Et je crois que la révolte agricole du printemps dernier mettait ça en avant aussi, c'était la perte de sens. Vous savez plus ce que vous devez faire. Vous savez plus si vous devez satisfaire des bobos urbains qui veulent manger bio, sans produits phytosanitaires et qui voient en vous un type horrible qui pollue des champs et qui tue des enfants. Et de l'autre côté, vous voyez bien que vous avez une exigence qui est de nourrir la population. Et ce n'est pas rien comme mission de nourrir la population. C'est quoi votre fonction? C'est de produire de la nourriture, c'est de jardiner le paysage, c'est de recenser les papillons et entretenir des haies, vendre à vil prix. Que dois-je faire, se demande le paysan? Eh bien, en fait, il doit faire tout cela à la fois. Et c'est là que réside une des grandes difficultés de l'agriculture en Suisse, parce que des attentes contradictoires, eh bien, elles ont pour effet de susciter une réaction, elles ont une expression. Cette expression, c'est l'État. C'est l'intervention de plus en plus importante de l'État. Alors évidemment, l'agriculture suisse est très étatisée, en tout cas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais les paysans se plaignent aujourd'hui de la bureaucratie excessive dont ils sont les victimes, la bureaucratie qui ne cesse de croître. Et je crois qu'un des symptômes de la bureaucratie dont peut subir une branche de l'économie, c'est un symptôme empirique en tout cas, c'est lorsqu'on recourt de plus en plus à des abréviations. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est lorsque ces abréviations finissent par entrer dans le langage commun. Alors, on commencera par l'OFAG, l'Office fédéral de l'agriculture. On parlera ensuite de SAU, les surfaces agricoles utiles. On parlera d'UMOS, l'unité de main-d'œuvre standard qui permet de calculer la taille à partir de laquelle vous êtes une entreprise agricole. On parlera, c'est ma préférée, du GBFG, unité de gros bétail mangeant du fourrage grossier.
On parlera de PER, de prestations écologiques requises. On parlera de PN, de paquiers normaux. Un paquier normal, c'est une vache lorsqu'elle est à l'alpage. On parlera de paiement direct en disant PD. On parlera de SST, de système de stabulation particulièrement respectueuse des animaux. On parlera de SRPA, de sortie régulière en plein air. Et ça, c'est des éléments de logage qui sont connus au quotidien par les agriculteurs, qui, à vous peut-être, l'un ou l'autre vous dit quelque chose, mais les agriculteurs vous parlent couramment de SST, de SRPA, du MOS, de PER, de PN en permanence. Noyés dans les formulaires, les plateformes web, les mises à jour des normes environnementales sur l'étanchéité des fumières ou de la fosse à lisier, sur la largeur entre les barreaux qui doivent retenir une vache dans une stabulation entravée, noyés dans les délais d'annonce pour se déclarer au paiement direct, eh bien les agriculteurs, au bout d'un moment, voient aussi ici une perte de sens. C'est-à-dire que, est-ce que mon métier, c'est de remplir un formulaire? Non. Eh bien, on voit bien qu'ils se sentent victimes d'une dépossession à la fin, parce que le métier que vous avez appris, qui est d'apprendre à cultiver la terre, de connaître ses cycles, de savoir quel jour vous allez cultiver, quel jour vous allez planter, quel jour vous allez traiter, eh bien, ce n'est pas ça qu'ils font lorsqu'ils doivent remplir des formulaires pour obtenir des paiements directs. Et ça, c'est extrêmement problématique. Alors bon, j'ai de l'écologie une conception très politique. Pas au sens de l'écologie politique des militants qui veulent transformer la rue en lieu d'engagement politique. Non, j'ai une conception organique de l'écologie qui voit la communauté qui habite un territoire l'occuper durablement, dans le temps, en en préservant les ressources, autant qu'en en transmettant les mœurs et les traditions. Je refuse un État mondial qui protégerait les haies du Gros de Vaud, et je considère que l'existence des jeunesses campagnardes dans le canton est aussi importante que le maintien de la biodiversité dans les forêts du Jura. L'homme, au travers de sa profession, maîtrise une parcelle du réel qui lui est confiée. Une parcelle du réel. Nous avons chacun dans cette salle, une parcelle du réel qui nous a été confiée. Le paysan, matériellement, encore plus. Sa parcelle, c'est une vraie parcelle et elle est généralement assez importante. Il a sous les yeux une parcelle du monde qui lui a été confiée, qui est laissée à sa liberté. Sans ce jardin à cultiver, comme disait Marcel Regamet, fondateur de la Ligue vaudoise, eh bien sans ce jardin à cultiver, l'homme n'est pas libre. Alors, au cœur de ces attentes contradictoires dont il est l'objet, le paysan se trouve dépossédé par les exigences qu'on lui impose, dépossédé par un État qui, vu comme un moyen de coercition, et qui devient le chef des paysans, vu comme ses petits soldats, les petits jardiniers du paysage. On ne réglera pas en une soirée les difficultés du monde agricole aujourd'hui. On ne réglera pas quelles doivent être les directives de la politique agricole fédérale pour les 10 prochaines années non plus en quelques minutes. Les difficultés sont de taille, les défis sont importants. On pourrait les résumer, en tout cas en évoquer 4 grands, et je conclurai là-dessus. Il y a obligatoirement un raisonnement qui devra avoir lieu entre auto-approvisionnement, démographie et protection des surfaces agricoles. Ça, c'est une réflexion qu'on ne pourra pas s'épargner. Une croissance démographique est-elle possible? À quelles conditions? À quel prix d'un point de vue agricole? La baisse de la charge bureaucratique devient plus que jamais une nécessité, mais les États, cantonaux en tout cas, commencent à y être sensibles. Une question importante qui se pose, et qui est plutôt réjouissante, on évoquait avant la chute du nombre d'exploitations, 2 par année, avais-je dit entre 2022 et 2023. Il faut savoir aussi comment le monde agricole va accueillir les nouvelles générations qui viennent parfois pas du monde agricole. Et on constate dans les écoles d'agriculture un nombre de plus en plus élevé d'apprentis qui ne sont pas issus d'une famille paysanne. Et ça pose évidemment, par rapport au mécanisme de la loi sur le droit foncier rural que je vous ai décrit tout à l'heure, ça pose aussi beaucoup de questions, parce que ces personnes-là ne profitent pas des mécanismes d'attribution préférentielle qui a fonctionné de 1991
à aujourd'hui. Et là, ça, c'est une réflexion qui est encore au stade un peu embryonnaire au sein de l'Office fédéral de l'agriculture. Je sais qu'ils y travaillent, mais on ne va pas s'empêcher de répondre aussi à cette question. Comment accueillir, comment offrir l'accès à la terre à moindre coût à des personnes de 22, 23, 24 ans qui n'ont généralement pas les épaules financières nécessaires pour lancer une exploitation. Puis alors une question peut-être un peu plus métaphysique, mais qui est celle de la perte du sens que j'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'il est impératif de lutter contre le sentiment de dépossession dont nos agriculteurs sont les victimes. Et la première chose à faire, eh bien, c'est de consommer leurs produits, tout simplement, de consommer leurs produits en ayant conscience que le lieu où un produit a été cultivé est loin d'être anodin, parce qu'autour d'un produit s'agglomère une vie familiale, autour d'une famille paysanne, eh bien, se structure une communauté, se structure un village, se structure un environnement. Et je crois que c'est le message que je veux laisser là. C'est évidemment un petit message. Je sais qu'on aura du vin vaudois à l'apéro, mais je vous remercie de votre attention.